الله لا إله إلا 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, paix et salut sur le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille et sur ses illustres compagnons. Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est l'heure de Al-Bayan, votre émission de culture islamique. Je rappelle que Al-Bayan, c'est tous les vendredis à partir de 21h30 sur DBS TV, rediffusion les samedis à partir de 12h. Ce soir, nous allons aborder le thème sur la jeunesse et la mondialisation. Nous allons surtout parler des défis de la jeunesse face à la mondialisation. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau le frère Cheikh Bayro Mohamed Ali. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être là ce soir. Barakallahu fikum. Merci de m'avoir invité, Inch'Allah. Donc tout à l'heure, nous allons donc aborder le thème sur la jeunesse et la mondialisation. Mais avant cela, nous allons commencer notre émission comme d'habitude en vous proposant une belle lecture coranique. Car nous sommes vendredi, c'est un jour de grâce et de prière. On se retrouve derrière pour notre entretien. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج الجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك
Cheikh, comme je le disais tantôt, avec vous, nous allons donc parler de la jeunesse et de la mondialisation. Et ma première question, c'est quoi d'abord la mondialisation? Comment est-ce qu'on peut définir le mot mondialisation? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Déjà dans la mondialisation, on voit déjà les termes de mobilité, n'est-ce pas? Il y a une mobilité dans des idées, dans les transactions, dans les relations, une mobilité dans les marchandises, une mobilité qui a détruit les barrières de frontières entre les États, une mobilité tant au niveau des informations. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est un processus qui a réduit le monde en un village planétaire où toute action intellectuelle, culturelle ou socio-économique se passe au vu et au su de tout le monde. Donc cela donc a fait que le monde se retrouve aujourd'hui comme un petit village planétaire où les informations qu'on n'avait pas auparavant, les images, voire les choses qu'on ne voyait pas avant, on les voit aujourd'hui. Le monde est devenu vraiment comme un village parce qu'aujourd'hui, si on est au bout du monde, on peut communiquer. Il y a des choses en fait qu'on découvre aujourd'hui qu'on ne connaissait pas avant. C'est-à-dire tout est centralisé et puis tout le monde peut voir ce qui se passe à l'instant T dans le monde. Il y a des cultures nouvelles auxquelles, n'est-ce pas, le monde découvre. Il y a des choses qu'avant en Afrique, ce n'était pas facile, n'est-ce pas, de savoir. Et aujourd'hui, on ne voit plus de barrières puisque les relations aujourd'hui ont changé. Sur le plan économique, sur le plan culturel, il y a des marchandises, il y a des importations qui sont faites sans barrière, sans complaisance, c'est-à-dire il y a une certaine fluidité, une certaine mobilité, n'est-ce pas, même des idées, n'est-ce pas, qui sont véhiculées à travers aujourd'hui le monde. À tel enseigne qu'à distance, on peut impacter sur une population. À distance, on peut même stigmatiser une nation jusqu'à pousser cette nation à changer, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui se trouvent, n'est-ce pas, au sein de cette nation-là. Non. Et est-ce que cette mondialisation a des avantages? Vous savez, la mondialisation a des avantages, mais vraiment, comme je l'ai tout à l'heure dit, ça a des avantages sur le plan, n'est-ce pas, de la diffusion, n'est-ce pas, des connaissances et du savoir, parce qu'aujourd'hui, grâce à cette mondialisation, il y a ce qu'on appelle une prouesse en technologie, qui permet à ce qu'aujourd'hui, on peut découvrir beaucoup, on peut transmettre le savoir. Aujourd'hui, à distance, on peut apprendre. Il y a des études à distance. On peut faire ces opérations, les transactions, n'est-ce pas, commerciales à distance. On peut aujourd'hui apprendre beaucoup de technologies qu'on ne connaissait pas. On a les sciences qui ont avancé et on a aujourd'hui cela, une facilité, n'est-ce pas, des contacts entre les gens. Parce qu'auparavant, ce n'était pas possible, n'est-ce pas, lorsque vous allez en mission dans d'autres pays, de communiquer avec vos familles. Aujourd'hui, tout est revenu comme si on était dans une même maison. On peut facilement se voir, on peut communiquer. Également, il y a la diffusion des idées et des connaissances, comme je vous ai dit tantôt, sur le plan éducatif, sur le plan information, sur le plan orientation. Également, la facilité même des transactions commerciales. Également, la facilité du transport. Aujourd'hui, on peut voyager à la vitesse T. On se retrouve, n'est-ce pas, dans d'autres pays. On peut facilement aujourd'hui, avec les avions que nous avons, avec les TGV que nous avons, avec les facilités que nous avons, on peut facilement se déplacer, on peut facilement communiquer. Auparavant, vous savez, pour transférer de l'argent, il fallait pas mal de transactions, des procédures. Aujourd'hui, à partir de votre portable, n'est-ce pas, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, il y a une certaine facilité. Il y a des opérations qu'on ne réussissait pas à faire auparavant. On peut le faire aujourd'hui. Il y a des technologies qu'il fallait se déplacer, n'est-ce pas, en Afrique pour aller en Europe, pour pouvoir les faire ces opérations. Aujourd'hui, on a cela sur place parce que beaucoup de nos jeunes sont allés apprendre ces sciences et on a pu donc transporter ou téléporter, si on peut le dire, ces connaissances-là partout aujourd'hui dans le monde. On peut, n'est-ce pas, être servi. Non, et ce sont des bienfaits d'Allah. Et ce sont les bienfaits d'Allah parce qu'Allah a dit aucune grâce ne vous atteint sans que ça ne soit les grâces d'Allah. Et toutes ces prouesses dans la technologie ou dans la science, ce sont des facilités qu'Allah a accordées qui existaient, mais il fallait les découvrir. Et on va les découvrir jusqu'au fin des temps parce que toute découverte scientifique qui est faite aujourd'hui, on retrouve, n'est-ce pas, une source de cette science-là dans le Coran. Non. Et est-ce que ces avantages ne cachent pas des inconvénients? Vous savez, tout à l'heure, je parlais, n'est-ce pas, de cette prouesse technologique en médecine, en transport, sur le plan sécuritaire. On a beaucoup de choses qu'on a beaucoup appris sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, si on vous vole un portable, on peut retrouver facilement, il y a la traçabilité, n'est-ce pas? Il y a pas mal d'avantages, mais il y a des inconvénients également, je veux dire graves même en fait. Parce que vous savez, qui dit mobilité des idées,
mobilité, n'est-ce pas, des informations, parce qu'aujourd'hui on est victime d'une, je vais appeler ça comment, une masse audiovisuelle incontrôlable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut véhiculer, n'est-ce pas, beaucoup de choses à travers ces masses médias. On peut facilement, ça favorise la diffusion, n'est-ce pas, de l'immoralité au sein de ces, et des fausses informations. Il y a pas mal de choses qu'on peut nous raconter alors que c'est des histoires. Également, il n'y a plus le contrôle en fait. Il n'y a plus un contrôle, n'est-ce pas, sur ces masses médias. Tout le monde peut véhiculer ce qu'il veut. Aujourd'hui, vous allez voir, les parents font beaucoup plus d'efforts pour pouvoir éduquer leurs enfants. Aujourd'hui, un parent qui achète un portable se retrouve en train d'acheter l'Android. Lorsqu'il donne à son enfant un Android, un enfant qui a 12 ans à peine ou 14 ans, il va se retrouver que son enfant communique avec des papas, de vieilles personnes à travers le monde. Et il va découvrir que cet enfant déjà a des idées parce qu'il y a des sadiques qui passent par là pour transmettre, voire pour véhiculer certaines idées. Également, vous allez voir, il y a une certaine culture qu'on nous présente, c'est-à-dire les gens perdent leurs repères. Les jeunes aujourd'hui imitent, vous allez voir, les habillements. Vous avez l'expérience dans les habillements. Aujourd'hui, les jeunes, on ne sait plus quel habillement ils font. Les gens font de ces boucles partout, de ces piercings partout. On se déshabille carrément, puisque les gens ne s'habillent plus aujourd'hui, les femmes spécialement. On ne sait pas ce qu'on veut. Et vous allez voir au niveau des jeunes, de ces coiffures, de ces habitudes, et pire encore, ce que nous avons connaissance, ce qu'ils voient à travers les masses médias d'imiter, c'est quoi? C'est la fluidité, comme je l'ai dit, sur le plan commercial, des drogues, des tramols qui se retrouvent aujourd'hui au sein de la société et qui minent et qui détruisent, n'est-ce pas, nos jeunes. Et surtout, vous allez voir aujourd'hui, on a les sectes, parce qu'il faut en parler. Les sectes qui sont devenues maintenant monnaie courante parce que c'est quelque chose de normal, alors que c'est des choses, comme on dit, des loges, c'était des choses hermétiques, exotériques, qui n'étaient pas à la vue, c'est-à-dire au su et à vue, n'est-ce pas, de tout le monde. Aujourd'hui, c'est une affaire simple, c'est devenu des clubs, etc. Il y a donc des réalités qui sont aujourd'hui au sein de la société qu'il faut, n'est-ce pas, décrier suite à, n'est-ce pas, ce que nous avons vu comme cette proximité au niveau des masses médias et même avec les autres cultures. Non. La problématique de l'encadrement des jeunes se pose avec cette mondialisation. Exactement, parce que vous avez aujourd'hui, avec la technologie, les prouesses de tout, les jeunes se retrouvent face à des crises. Il y a le chômage qui est là, il y a le vandalisme qui est là, il y a la drogue qui est là, il y a le manque quand même de repères. Vous savez que la jeunesse, c'est une période d'or, comme on dit, d'âge d'or, pendant laquelle le jeune est sensible, n'est-ce pas, aux cultures externes, est sensible aux informations, aux tendances qui se trouvent autour de lui. Et c'est une période de caprice également parce que le jeune veut à tout prix s'exprimer. Et pour cela, le père doit faire beaucoup d'efforts. Les parents, aujourd'hui, vous voyez, dans nos lycées, on a pas mal de problèmes. Aujourd'hui, l'enfant que vous envoyez au lycée, c'est bien, il va pour s'éduquer, mais qu'est-ce qui se trouve à côté du lycée? C'est pour ça que moi j'ai l'habitude de dire chaque fois que vraiment on doit prendre des dispositions pour respecter nos lois. Parce qu'il est interdit par exemple de construire des bars, des salles de jeux de hasard ou des boîtes de nuit à proximité de ces instituts qui forment, n'est-ce pas, la nation de demain, qui doit forger, n'est-ce pas, éduquer la nation de demain. Vous allez voir aujourd'hui de ces caisses qui vendent du thé, qui vendent, n'est-ce pas, des comprimés, et on se retrouve avec des jeunes enfants de 14 ans, 15 ans qui tombent au lycée. On se dit qu'ils ont l'épilepsie alors que c'est des tramols qu'ils avalent. Mais d'où viennent ces idées-là? Vous allez voir des jeunes aujourd'hui au lycée qui sont dans des androïdes, n'est-ce pas? Et ça a facilité également un vagabondage sur le plan sexuel. Donc aujourd'hui, le père, malgré ces mesures qu'il prend, les sécurités qu'il prend, lorsque l'enfant sort de la maison, l'enfant est exposé, tant à l'école, tant même dans les lieux de prière, tant presque partout. Parce qu'à travers ces téléphones-là, puisque vous savez, il y a un savant qui a dit, avant que l'Afrique ne soit ouverte à l'Internet, il fallait qu'on éduque déjà la population à l'utilisation de l'Internet. Comme c'est tombé, comme je vais dire ça, comme une pluie, sans que les gens ne soient peut-être préparés, on se retrouve aujourd'hui à un désordre. Vous allez voir ce désordre, ça a même touché des couples. À tel enseigne que les couples sont devenus carrément semeurs, comme on dit. Vous allez voir le père, il est occupé au téléphone. La maman est occupée au téléphone, les enfants occupés au téléphone, il n'y a plus de dialogue. Deux fois, la maman se fatigue, elle va se coucher parce qu'il se fait déjà tard et monsieur au téléphone en train de chatter. Avec qui? Avec des personnes étrangères. L'enfant avec des personnes étrangères. Il y a donc eu tout un problème.
il y a des réalités qu'il faut, n'est-ce pas, remettre sur la table. Et un autre grand problème, M. Mamou, c'est l'immigration. Vous allez voir aujourd'hui dans notre société, lorsque vous voyez un enfant de 14 ans, 15 ans, vous n'avez plus de ces nouvelles, vous entendez qu'il est loin vers la mer de Libye là-bas, ou bien au Maroc, parce qu'il va aller où? Il va aller de l'autre côté. Parce qu'on les a présenté que le bonheur, c'est de l'autre côté. Avec les téléphones aujourd'hui, ceux-là qui s'aventurent, qui se lancent dans cette aventure, ils se filment en présentant aux autres que non, voilà là où il y a le bonheur. Et ces derniers, lorsque vous dépensez de l'argent pour envoyer votre enfant à l'école, un bon matin, vous ne voyez pas l'enfant, vous vous rendez compte que l'enfant a traversé. Il est en train d'aller où? Il est en train d'aller en aventure. Parce que les autres ont présenté cela. C'est devenu une mode aujourd'hui. On a dans notre société, spécialement dans nos zones ici, les jeunes qui s'aventurent avec, je vais dire ça, avec un nombre vraiment tellement élevé. Et tout cela, il faut décrier cela. Et tout ça, c'est quoi? C'est cette mondialisation qui nous a démontré, ou qui nous a défini le bonheur ou bien le succès sous une autre forme. Qu'ici, chez nous, on ne peut pas avoir le bonheur ou le succès, c'est faux. Donc tout cela, c'est parce qu'il y a dans des images. Vous allez voir aujourd'hui les séries de télé. Les séries télé éduquent aujourd'hui nos femmes, éduquent même nos enfants. Une femme du matin au soir, elle est dans ces séries dans lesquelles on les ment, parce qu'on les trompe en leur disant que l'amour, peut-être, elle est tellement rose, elle est tellement parfaite de ce côté, alors que c'est faux, la réalité. La femme, vous laissez votre femme à la maison pensant que, ok, elle a une bonne éducation, mais dès qu'elle arrive, ce sont les séries qui l'éduquent. Dès que vous rentrez, comment être exigeante, elle commence à vous donner pas mal de complications, pas mal de difficultés à la maison. De même, l'enfant. La maman est là, sa fille est là en train de voir des actes qui ne sont pas des actes obscènes, n'est-ce pas, des obscénités à la télé. Mais quelle éducation on va donc donner à cet enfant-là? Donc il y a pas mal de paramètres qu'il faut revoir, qu'il faut mettre, n'est-ce pas, sur la table par rapport à cette mondialisation. Vous savez, certes, je vais dire ça comment, c'est-à-dire cette fluidité ou cette mobilité, n'est-ce pas, des informations. Regardez aujourd'hui notre problème, M. Imamou. Avec la mondialisation aujourd'hui, on a la facilité pour obtenir, il y a les médicaments qui entrent. Parce que lorsque je parle de cela, je parle avec mes raisons. Il y a des comprimés qui entrent partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure du tramol, vous ne pouvez pas imaginer quels sont les dégâts. Parce qu'on appelle ça tramol, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que ça fait des dégâts plus que la drogue. Les jeunes aujourd'hui, vous allez voir un jeune mototaximan pour travailler, il doit se tramoliser, si vous me permettez le français. Une jeune élève, je ne parle même pas d'étudiant, ils prennent du tramol partout. Et moi, je profite pour dire cela vraiment, il faut que les autorités prennent des mesures vraiment draconiennes par rapport à cela. Il faudrait qu'on essaie, n'est-ce pas, de mieux contrôler cette histoire, les speed, les tramols, tout cela. Ça crée c'est en train de détruire la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de jeunes filles ou de jeunes garçons partent à l'école pour apprendre du vandalisme. Or, à l'école était, n'est-ce pas, le lieu où on envoie encore l'enfant pour s'éduquer. Mais plutôt aujourd'hui, vous allez voir cela sur les lycéens. Un petit enfant, il connaît déjà beaucoup de choses. Il connaît déjà certains actes qu'il ne devrait pas connaître à son âge. Sur le plan des obscénités, sur le plan, n'est-ce pas, même de comment vivre avec les femmes, sur le plan des camarades, des copains, copines. Or, l'enfant, normalement, à un certain âge, doit se consacrer à l'école. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut remettre sur la table pour essayer de revoir un peu l'éducation, les orientations qu'il faut, n'est-ce pas, donner à cette jeunesse, parce qu'elle est l'énergie et la force, n'est-ce pas, de la nation. Si elle perd ses repères, alors quelle société, quel avenir on va donc avoir n'est-ce pas, pour le lendemain? Non. Est-ce qu'on peut considérer l'Android comme étant un fléau? Vous savez, l'Android a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je considère ça personnellement. Si quelqu'un n'a pas une certaine éducation, si quelqu'un n'a pas pour un lycéen, moi je dis vraiment ça ne vaut pas la peine. Un enfant qui est encore au secondaire, qu'on lui donne simplement un téléphone qui n'a pas d'internet. Pourquoi en fait? On va dire que ok, c'est rétrograde, ou bien c'est être peut-être, je vais appeler ça comment, c'est dépassé, parce qu'il faut que les enfants s'épanouissent, il faut faire des recherches sur le net, etc. On est d'accord, mais c'est préférable qu'ils fassent cela sur un ordinateur à la maison, là où il y a le contrôle des parents, que l'internet, parce que automatiquement, lorsque vous allez voir, si vous ouvrez Facebook, vous ouvrez WhatsApp, vous allez trouver beaucoup d'enfants. Voyez sur Facebook, qu'est-ce qu'on ne nous balance pas sur Facebook? On nous balance du n'importe quoi. Aujourd'hui, les petits-enfants sont exposés à tout. La pornographie, des histoires, des pratiques bizarres occultes. Et regardez aujourd'hui même, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qu'on nous a véhiculées à travers ces masses médias où aujourd'hui même nos cadavres ne sont plus en sécurité. Les ventes des organes, les ventes des ossements, ce sont des jeunes qu'on attrape dans les masses médias ou bien au niveau de la sécurité se bat pour faire ses efforts. Ce sont des jeunes qu'on attrape qui partent plutôt attraper d'autres pour les tuer, les brûler, vendre les autres, parce qu'on les a promis des millions. Mais à travers quoi on a pu communiquer avec eux? C'est à travers ces masses médias.
Donc il y a donc des problèmes qu'aujourd'hui la société vit. Il faut donc essayer, n'est-ce pas, de remettre tout cela sous la table pour essayer, n'est-ce pas, de solutionner ces problèmes-là. Donc l'Android, de prime abord, doit être maîtrisé. Il faudrait peut-être que ce soit un étudiant. Parce que lui, il a besoin de cela par rapport à ses études, à ses thèses. Mais un élève, un lycéen, vraiment, c'est mieux qu'il se cantonne, n'est-ce pas, à son téléphone. Nous sommes tous passés par là. On n'a pas eu de problème pour pouvoir passer nos études. Mais on n'avait pas besoin des Android. Mais aujourd'hui, je vous dis, dans les lycées, avec les selfies par là, avec n'importe qui, ça encourage n'importe qui à se retrouver, n'est-ce pas, en train de faire les choses qui ne sont pas les choses adéquates en fonction de l'âge, n'est-ce pas, de cet enfant-là. Et même les selfies se font dans les mosquées. Oui, vous allez voir, il y a même des lieux qu'il ne faudrait même pas faire des selfies, on fait des selfies. Et vous savez, c'est l'imitation aveugle en fait. Il y a donc une certaine imitation qui est faite. Il faut donc revoir tout cela sur la table. Question, n'est-ce pas, de pouvoir améliorer la situation de ces dégâts qui sont, n'est-ce pas, face à nous. Non, d'où le rôle des parents. Oui, vous savez, le parent, comme je vous ai dit, doit doublement faire des efforts cette fois-ci. Parce qu'à l'époque, on pouvait contrôler l'enfant lorsqu'il entre à la maison. Mais aujourd'hui, même à la maison, vous avez une bombe. Quelle est la bombe? C'est cet Android-là. Parce que je vous dis, il y a une maman qui s'est plainte dernièrement qu'elle avait une fille de 14 ans, mais qu'elle s'est rendue compte que la fille causait avec des papas, des pères, en Europe partout, sur Facebook, qui lui demandaient de faire certaines photos pour montrer son corps. Vous voyez, on peut facilement manipuler votre enfant à travers même ces matériels-là. Vous êtes là tranquille, vous savez que vous contrôlez les sorties de l'enfant et les entrées de l'enfant, mais sans savoir que l'enfant, dans la maison, est en train de faire des choses que vous ne savez pas. Et c'est comme ça qu'on peut facilement manipuler cet enfant pour l'amener à aller faire des choses aussi qui ne sont pas des bonnes choses. Vous allez voir aujourd'hui même certaines personnes qui sont dans certaines confréries ou autre chose, ils manipulent les gens à travers cela. Aujourd'hui, on voit même des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer qui puissent exister dans la société. Qu'Allah vraiment nous assiste face à cette situation-là. Non. Alors, Cheikh, pour vous permettre de souffler un petit peu, nous allons donc marquer une petite pause, le temps de suivre Al-Bayan Info. C'est tout de suite. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dans le but de contrer l'islamophobie grimpante et l'extrémisme religieux auxquels sont confrontés les minorités musulmanes qui vivent et travaillent dans des pays non musulmans, une conférence internationale réunissant 400 dirigeants de 130 pays se tiendra à Abu Dhabi en mai prochain. La conférence a pour ambition d'aider au mieux les 500 millions de musulmans vivant en dehors des pays musulmans. Elle mettra en œuvre tous les moyens nécessaires qui permettront aux minorités musulmanes de remplir leur rôle d'ambassadeur du monde musulman, être un bon musulman et un citoyen modèle à la fois. La conférence internationale sur les minorités musulmanes, opportunités et défis, qui se tiendra du 8 au 9 mai prochain, vise à diffuser la culture de paix et de tolérance entre les religions et les cultures, et à protéger les enfants des minorités musulmanes contre la violence et l'extrémisme et de défendre les droits de ces minorités religieuses et culturelles conformément aux conventions et traités internationaux, a déclaré le docteur Ali Rachid Al-Nouaimi, président du comité suprême de la conférence. Il s'agit de la première conférence où les dirigeants musulmans de plus de 130 pays prendront des initiatives censées soutenir les minorités musulmanes qui ont été jusqu'ici abandonnées à elles-mêmes. Le mot d'ordre est de redorer le blason de l'islam dans le contexte actuel. L'objectif des organisateurs est de développer une stratégie qui permettra à terme de prémunir les minorités musulmanes contre les risques de radicalisation, de les encourager à jouer un rôle plus actif dans leur société et de combattre l'extrémisme et la haine de l'autre. Le rôle des institutions islamiques sera également abordé avec notamment
leur responsabilité dans la sécurité intellectuelle et spirituelle vis-à-vis des citoyens de confession musulmane. Un projet hors du commun qui aura pour toile de fond l'image positive de l'islam et des musulmans dans le monde. Quelques Retour sur le plateau de Al-Bayan, la suite de notre entretien, après le jingle. Par rapport donc à cette mondialisation, on comprend facilement que cette mondialisation donc a fait naître beaucoup de mots qui minent la génération montante aujourd'hui. Oui, vous savez, avec les idées importées, automatiquement, on doit faire face à cela, parce que vous savez que lorsque je dis qu'il y a un problème sur nos cultures, les repères que nous sommes en train de perdre, aujourd'hui la jeunesse est exposée à des dangers. Les dangers, c'est lesquels? C'est les autres idées, les idées importées, la manière de vivre, la manière de concevoir le bonheur, la manière même de travailler, parce qu'aujourd'hui, ça crée la paresse, n'est-ce pas, au sein de la communauté. Vous allez voir aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus travailler, on cherche la vie facile, parce que c'est lorsqu'on voit comment les autres reçus, ça fait une arnaque, avec les séries comme les arnaques et autres choses, automatiquement, le jeune également pense que la vie peut être facilement ici acquis. Également, même sur le plan des études, il y a beaucoup de facilités que les gens cherchent. On ne veut plus travailler, on ne veut plus fournir des efforts, et cette facilité qu'offre, n'est-ce pas, cette mondialisation, fait c'est que les efforts ne sont plus faits. Même sur le plan éducatif, il faut revoir encore, n'est-ce pas, notre système pour essayer, n'est-ce pas, de réorienter, n'est-ce pas, les objectifs. Vous allez voir, par exemple, avec aujourd'hui sur le plan, si je prends un exemple sur le plan commercial. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les termes qu'on utilise chaque fois, le nouvel ordre mondial, où tout est centralisé, on veut impacter, imposer, n'est-ce pas, certaines habitudes, que ce soit sur le plan, les prix sont fixés, n'est-ce pas, ça impacte, n'est-ce pas, mais les économies aujourd'hui de certains pays, c'est-à-dire on ne peut plus vendre comme on veut, et puis de deux, ça impacte également même les habitudes alimentaires. Vous allez voir aujourd'hui, on nous bombarde n'importe quoi. Les produits, n'est-ce pas, locaux ne sont plus assez, n'est-ce pas, je vais si ça commence à sponsoriser. Les produits locaux ne sont pas tellement appréciés. On importe presque tout. Et dans cette importation-là, vous allez voir une question qu'on va se poser, Imam. Mais vous ne constatez pas que ces derniers temps, on a beaucoup de maladies? Malgré qu'on a les aliments qui sont là, mais ces aliments, on se rend compte que ce sont des aliments de fois fabriqués avec des produits qui ne respectent pas les normes. Aujourd'hui, on peut plus facilement contrôler même les normes de certains produits, parce que tout peut facilement passer, sans qu'on ne puisse, n'est-ce pas, contrôler à 100%. Et vous allez donc constater que certains produits, alhamdulillah, l'État essaie, n'est-ce pas, de faire ses efforts pour pouvoir filtrer, n'est-ce pas, ces produits, mais avec la brocante, avec les je vais appeler ça comment, ces brocantes-là, on ne réussit plus à facilement contrôler. Tout entre. On se retrouve, n'est-ce pas, avec du n'importe. L'Afrique aujourd'hui est devenue comme la poubelle de l'Europe. Tout ce qui est utilisé, on nous renvoie ça ici. Mais pourquoi? Il y a donc il y a des sérieux problèmes. Certes, ça, on voit beaucoup plus le côté financier, mais il faut voir également les dégâts, parce qu'on nous amène dans ces brocantes quoi. Les jus, les pâtes dentifrice, même monsieur maman, on vend là-bas, les papiers hygiéniques, on vend là-bas. Qu'est-ce qui contrôle, qu'est-ce qui nous rassure que ça n'a pas ça n'a pas passé sa date de péremption? On vend presque tout, même les jus. On vend dans les brocantes aujourd'hui. Vous pouvez entrer dans un supermarché brocante à 100%. Donc il faut que l'État, n'est-ce pas, essaye de mettre l'œil. Il y a même de la viande qui n'est pas halal, voilà, qui rentre, et puis les musulmans en consomment. Et on consomme. Donc il y a donc toute une série, n'est-ce pas, il y a un brouhaha, c'est-à-dire qu'il y a je vais appeler ça comment, il y a un désordre qui essaie, n'est-ce pas, de dépasser certaines bornes. Vous allez voir également même l'identité. Et spécialement ce que je veux parler d'identité, je parle même des jeunes musulmans. Aujourd'hui, les jeunes doivent garder leur identité. L'identité, c'est quoi? D'être un bon musulman. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit comme série, comme ce qu'on voit comme information sur le net, ce que les autres font, ils balancent. Vous allez voir, mais il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus de vie privée. C'est-à-dire que tout est balancé. Les gens filment presque tout ce qu'ils font. Finalement, on se demande, mais où est-ce qu'on va? Et vous allez voir,
ces habitudes qu'on voit à la télé a fait à ce qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a même plus de respect. Un enfant ne respecte même plus son père. Même le subalterne ne respecte même plus son patron, son chef. Presque tout le monde se prend comme s'il avait le monopole de quoi? De la vérité. Ou le monopole, n'est-ce pas, de toutes les bonnes raisons. Donc finalement, la situation que nous confrontons, c'est quoi? C'est carrément les dépravations des mœurs. Où on ne respecte plus absolument rien. Rien n'est plus sacré. Donc, il faut donc revoir tout cela. Et vous allez voir également, lorsque je vais parler d'islam, avec, comme tout à l'heure, vous avez parlé d'islamophobie dans votre reportage. Il y a une mauvaise interprétation, par exemple, de l'islam. Par exemple, certaines personnes qui pratiquent l'islam pour leurs propres intérêts, n'est-ce pas, ils véhiculent, n'est-ce pas, leurs vidéos, ils véhiculent, n'est-ce pas, leurs messages. Et puis, c'est aujourd'hui partout dans le monde. Je vous dis aujourd'hui, une seule action qui se passe dans un coin le plus reculé du monde peut se retrouver, n'est-ce pas, dans tout le monde. On voit ça aujourd'hui au Cameroun. Même les immoralités de certaines personnes qui réalisent dans le monde, on voit ça aujourd'hui. C'est quoi? C'est cette mondialisation qui nous a, n'est-ce pas, amené cela. Donc il faut donc essayer, n'est-ce pas, de revoir cela pour qu'on voit exactement si on ne fait pas face à un bourbier qui est devant nous et si on ne fait pas attention, on risque, n'est-ce pas, de réagir lorsqu'il sera, n'est-ce pas, tard. Non. Alors, quels sont les grands défis, n'est-ce pas, de notre temps, les grands défis, n'est-ce pas, de la jeunesse par rapport donc à cette mondialisation, face à cette mondialisation? Vous savez, il faut, n'est-ce pas, déjà immuniser. Lorsque je parle d'immuniser, il faut immuniser, n'est-ce pas, les générations par rapport pour faire face à la mondialisation moderne, n'est-ce pas, à tendance, parce que je lis à tendance occidentale, parce que vous savez, aujourd'hui, pour construire, n'est-ce pas, une personnalité musulmane contemporaine, il faut savoir, n'est-ce pas, savoir concilier dans sa mémoire les technologies qui sont là et sa foi, parce qu'aujourd'hui on se confronte avec les nouveautés, avec les habitudes qu'on ne connaît pas, qu'on nous présente. Il faut donc que le musulman puisse se situer exactement pour savoir exactement préserver sa foi malgré cette technologie qui se présente à lui. Également, vous savez, il faut qu'on essaye de développer au sein, n'est-ce pas, de la communauté la maîtrise, n'est-ce pas, l'usage même des outils de la mondialisation, n'est-ce pas, avec ce qu'elle nous présente comme technologie, comme médias, comme information. Lorsque je veux parler de cela, aujourd'hui la jeunesse, il faut savoir quels médias, quelle information donner à la jeunesse. Parce que vous savez, si la communauté ne travaille pas pour mieux diffuser les bonnes informations, pour véhiculer l'éthique islamique à la jeunesse, alors là, c'est les autres qui vont le faire. Comme je l'ai dit, il faut qu'on investisse là-dedans. On s'investit. Ce sera une jeunesse déroutée. Exactement. Il faut qu'on investisse là-dedans pour pouvoir, n'est-ce pas, les présenter le bon visage de l'islam à travers les mass médias, parce que c'est ce qui est vu aujourd'hui, que ce soit dans les réseaux, que ce soit dans l'internet, que ce soit dans les sites web, que ce soit dans les mass médias, il faut, n'est-ce pas, revoir cela. Et également, le défi, c'est de présenter l'universalité de l'islam, n'est-ce pas, et les solutions que l'islam apporte aux différents maux, par exemple comme la délinquance, comme le chômage, parce qu'il faut rentrer dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre comment le prophète, dès ses premiers jours, lorsqu'il arrivait à Médine, qu'est-ce qu'il fit? La première des choses, il savait qu'il fallait déjà combattre cette gangrène qui est le chômage. Il a immédiatement d'abord assaini l'environnement en créant des puits d'eau, en donnant à tout un chacun une activité en fonction de ce qu'il pouvait faire, parce que vous savez que dans ce boom que nous avons aujourd'hui mondial, il faut savoir donner à chacun sa place. Sinon, on va se retrouver comme aujourd'hui avec des jeunes qui sont stressés, qui ne savent plus exactement quoi faire. Également, il faut perfectionner, n'est-ce pas, les compétences sur le plan scientifique et technologique, n'est-ce pas. Il faut que nos enfants également soient ouverts à cette technologie, qu'ils aillent apprendre pour pouvoir, n'est-ce pas, comparer avec ce que les textes, n'est-ce pas, de l'islam dit, afin qu'on puisse, n'est-ce pas, corroborer avec cela. Vous allez voir aujourd'hui, comme je disais par exemple, des transactions commerciales. Il faut que nos jeunes apprennent, n'est-ce pas, les finances, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, une comparaison avec les finances islamiques, afin que les gens sachent exactement ce qui est halal et ce qui est haram. Également, il faut renforcer les relations. Vous savez, aujourd'hui, à travers, comme ce qui s'est passé dernièrement avec les visiteurs que nous avons eus, qui sont venus du Nigeria dans le but, n'est-ce pas, de la prédication, et partager, n'est-ce pas, les expériences qu'ils ont là-bas et les difficultés qu'ils ont eu à traverser. En partageant, n'est-ce pas, ces expériences, n'est-ce pas, on peut, n'est-ce pas, faire face, n'est-ce pas, à certains problèmes. Vous savez,
Nous avons un problème ici qui concerne les jeunes sur, comme je l'ai tantôt dit, je répète toujours, sur les drogues et les tramols et autres choses. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on trouve, n'est-ce pas, des méthodes adéquates pour pouvoir, n'est-ce pas, solutionner ce problème. Et lorsque je veux parler de chômage, il faudrait, n'est-ce pas, qu'ensemble, que les gens essaient, n'est-ce pas, de s'unir pour pouvoir créer des activités, voire même informelles, qui puissent, n'est-ce pas, aider les jeunes à pouvoir quitter, n'est-ce pas, ce chômage, parce que lorsqu'un jeune se retrouve sans, n'est-ce pas, sans travail, automatiquement il est exposé à tout. Et vous allez voir également, nous avons un autre problème sur le vandalisme. Les jeunes aujourd'hui, avec ce qu'ils voient à la télé, vous savez, je vais prendre un exemple, vous savez, dans les pays du Golfe, lorsque vous passez, en fait, j'ai passé un bout de temps pour voir, c'est-à-dire ils ont acheté, les États là-bas ont acheté des filtres qui sélectionnent les images qui doivent traverser. Lorsque vous ouvrez votre page Yahoo, par exemple, lorsqu'il y a une image d'une femme qui est dénudée, ça dit que ça ne montre pas. Mais vous pouvez travailler sur Yahoo, sur autre Facebook, n'importe quoi. Mais ça c'est-à-dire que ça crypte l'image, les images obscènes, les obscénités. Donc ça permet à ce que la jeunesse ne soit pas confrontée à, n'est-ce pas, à des images qu'on balance n'importe comment. Aujourd'hui, quelqu'un peut faire, n'est-ce pas, sa propagande à travers les mass médias. Il peut même carrément monter même toute une nation à travers ces mass médias. Donc c'est la raison pour laquelle le contrôle est très important. Également, dans cela, il faut essayer, n'est-ce pas, de ramener les consciences pour mieux comprendre et interpréter les textes, n'est-ce pas, le Coran et les hadiths, en fonction, n'est-ce pas, des réalités que les gens confrontent aujourd'hui pour pouvoir mieux les expliquer comment exactement se comporter. Je vais parler ici de la corruption. Vous savez, la corruption, l'islam a donné des étapes, c'est-à-dire les méthodes pour combattre la corruption. Et pour cela, la communauté doit présenter cette méthodologie, même au niveau même des fonctionnaires. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une communauté qui n'a pas d'amana, c'est une communauté qui est exposée automatiquement à la perdition. Et celui-là, la imana liman la amanata la. Celui-là qui n'a pas d'amana n'a pas de foi. Il faut donc essayer, n'est-ce pas, de revoir avec nos cadres musulmans comment les ramener à cette amana, les responsabilités qu'ils ont, afin, n'est-ce pas, qu'on construise, n'est-ce pas, une jeunesse qui a la loyauté, qui a l'amour, n'est-ce pas, de leur patrie, parce que vous savez, c'est automatiquement cette réalité qu'on va confronter. On aura un environnement qui n'a pas de méritocratie, un environnement dans lequel il n'y a pas on ne donne les droits à personne, personne ne fait son devoir. Le seul souci de tout le monde, c'est de se remplir la bouche. Donc, pourquoi? Parce qu'on a vu ce que les autres font. On entend que telle personne a détourné les fonds, on envoie ça sur Facebook, ou telle personne a eu à voler comme ça a marché. Ça donne des idées. Donc, automatiquement, il faut donc revoir tout cela. L'islam a donné des solutions par rapport à la corruption. Ce n'est pas le sujet, mais on aura l'occasion, Inch'Allah, de démontrer, n'est-ce pas, toutes les bonnes solutions que l'islam donne pour combattre la corruption. Non. Un autre défi, je pense, c'est la protection de l'environnement. Oui, vous savez, la protection de l'environnement, c'est un grand défi également qu'il faut voir, parce que vous savez, aujourd'hui, avec la destruction de la faune et de la forêt qui est faite d'une manière, bien que l'État essaie de contrôler, mais il y a une certaine anarchie qu'on constate également là-dessus. Également, les produits, comme je vous ai dit tout à l'heure, les produits qu'on nous importe, qu'on nous envoie. Il y a vous savez que, par exemple, en Europe, il y a des dates. Chaque produit, par exemple une télé ou bien un appareil a une date qu'elle doit faire. Après cette période-là, elle commence directement à émettre des rayons négatifs. Vous voyez un peu bien, c'est ce que nos scientifiques nous disent. Et maintenant, on se retrouve avec tout cela ici. C'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui avec des maladies qu'on ne connaissait pas. Regardez par exemple les AVC. Vous rentrez un peu avant, on ne connaissait pas ces maladies-là ici au Cameroun. Ou bien en Afrique, les AVC n'étaient pas tellement vulgaires. Aujourd'hui, on savait que c'était les maladies des personnes âgées. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'âge. Le diabète n'a plus d'âge. Les AVC n'ont plus d'âge. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui touchent aujourd'hui tout le monde, jeunes comme enfants. Et tout cela, c'est dû à quoi? Un manque de contrôle sur ce qui entre sur le plan alimentaire qu'il faut revoir. Et l'environnement, vous savez, avec ce qu'on voit aujourd'hui, avec cette ambition de pouvoir se faire les moyens, on ne se soucie pas de ce qu'on verse dans les mers, on ne se soucie pas, par exemple, de ce qu'on verse comme produits chimiques dans l'environnement. Vous allez voir également, il faut qu'on essaie de revoir même notre système d'agglomération. Il y a des sociétés qui se retrouvent aujourd'hui dans les villes. Des sociétés qui émettent, n'est-ce pas, c'est-à-dire des gaz toxiques, mais qui se retrouvent au centre, n'est-ce pas, de la ville. Il faut qu'on essaie de revoir tout cela.
car l'environnement n'est pas protégé. Et qui dit que l'environnement n'est pas... Lorsqu'on dit que l'environnement n'est pas protégé, également, c'est l'être humain, la vie de l'être humain qui est en danger. Non. Pour sortir de ce sujet, Cheikh, par rapport, n'est-ce pas, à tout ce que vous avez dit, quelles sont, selon vous, les priorités des jeunes aujourd'hui? Et je pense que la priorité des jeunes aujourd'hui, c'est l'éducation d'abord. Parce que il faut qu'on essaie de revoir l'éducation. Deuxième des choses, il y a le chômage. Vous savez, lorsqu'un jeune étudie et qu'à la fin de ses études, il se retrouve chômeur, automatiquement, il est exposé à tout. Il peut suivre pratiquement presque tout. Donc, il faut donc revoir cela. Les jeunes ont besoin, n'est-ce pas, d'une bonne éducation qu'il faut revoir et réorienter les objectifs dans notre éducation. Parce que vous allez voir aujourd'hui, chaque année, on nous bombarde de ces programmes, des nouveaux programmes, avec des nouveaux livres. Il faut déjà qu'on essaie de recontrôler cela pour pouvoir, n'est-ce pas, s'arrimer aux évolutions que nous avons aujourd'hui sur le plan technologique, sur le plan scientifique, afin que le jeune Camerounais, lorsqu'il finit ses études, il peut, n'est-ce pas, aller travailler n'importe où. Et également, il y a le problème, n'est-ce pas, de sécurité. Les jeunes sont confrontés à ce problème de sécurité parce qu'il faut sécuriser les jeunes. Contre quoi? Contre je vais appeler ça les aventures. Il y a beaucoup d'aventuriers qui partent s'aventurer, alors que sur place, on peut faire beaucoup de choses. Donc, il faut déjà les sécuriser sur cela, les sécuriser également sur le plan, n'est-ce pas, alimentaire. Parce que vous savez, une jeunesse qui n'est pas saine est une jeunesse automatiquement qui sera confrontée à certaines réalités, certaines maladies. Et pour cela, il faut que, n'est-ce pas, l'État mette des moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir lutter contre cela. Et surtout l'assurance. Vous savez, l'assurance pousse, n'est-ce pas, le jeune à pouvoir plus travailler avec motivation. Lorsqu'on sait qu'à la fin de ce qu'on va faire, on est assuré qu'on sera, n'est-ce pas, accepté et qu'on pourra travailler et servir notre nation, on est plus motivé. Non. Nous allons marquer une pause et puis revenir pour répondre à quelques questions. Allah is the creator of heaven and of earth. Nothing may compare with him, he is the one alone. The prophets, best of humankind, sent to all nations and all tribes. Last of all Muhammad, mercy to the world. The reckoning, the final day when all will see their works remade in soul and body to stand before the Lord, with patience bearing every grief, with thankfulness for all blessings. We are content with destiny, the will of Allah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny, that good and bad both come from him, and the resurrection. There is no God but Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'da al maut. La ilaha illallah. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nous allons répondre à quelques questions. Fidèles téléspectateurs, continuez à nous envoyer vos questionnaires par les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. La première question nous vient de Douala, c'est un frère, il dit: je suis votre frère en islam, assalamu alaikum. Tout à l'heure, le cheikh a parlé de tramol. Et qu'en est-il du chicha? Est-ce haram? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya al-mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Le chicha, c'est encore même pire parce que vous savez, ça nuit même à la santé, hein, à long terme, parce que c'est associé avec de l'eau. Et à long terme, ça peut même créer facilement l'asthme, c'est-à-dire à la personne. C'est de la cigarette toujours, c'est des choses avec de la fumée. Et même aujourd'hui, ils ont développé ça. Il y a même des gens qui réussissent à fumer même les choses interdites à travers le chicha. C'est-à-dire que les choses comme du banga et autres choses. Donc sur le plan islamique, tout ce qui nuit à la santé, cigarettes et autres chicha ne sont pas permis selon le consensus de nos savants. Non.
Comment échapper aux difficultés de la mort? Je suis à Douala, la personne n'a pas signé. Les affres de la mort. Les affres de la mort. Bon, déjà, pour le faire, c'est déjà d'être sincère et de se battre pour manger halal, c'est-à-dire licite, et vivre dans le licite, n'est-ce pas? Vivre toujours dans le licite, manger ce qui est licite, et travailler, n'est-ce pas, en conformité de la parole d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout faire beaucoup des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport aux affres de la mort. Non. Déjà, la mort, c'est une réalité. Nul ne va échapper à cela. Elle a ses affres. Mais pour qu'elle soit, n'est-ce pas, allégée à la personne, il faut que la personne soit sincère, n'est-ce pas, dans sa relation avec Allah Azza wa Jalla. Non. Assalamu alaikum, je m'appelle Abdou Abafia. Je voudrais savoir si la masturbation est un péché. Je ne suis pas encore marié. La masturbation est un péché. Pourquoi je le dis avec des preuves. Qu'il ouvre la sourate Al-Mu'minun. Sourate Al-Mu'minun, c'est la sourate 23. Il va voir dans le verset, je pense, 7, quand aflah al-mu'minun, Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَأُولَئِكَ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Cheikh Albani et les autres ulama, même Uthaymin, l'ont dit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla décrit les relations intimes. Comment l'homme doit-il faire cela? Et celui-là donc qui cherche donc une autre voie pour avoir du plaisir, n'est-ce pas? Et les savants ont mis de là al-istimna ou adat sirriya, qui est la masturbation. Alors là, il se retrouve dans le péché. Ça veut dire, celui-là qui se masturbe, la meilleure façon, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous avez les petits moyens, n'est-ce pas? Ya ma'shar al-shabab, dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, il a dit, Ya ma'shar al-shabab, man istata' minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Celui-là qui a les petits moyens, qu'il se marie. S'il a ces petits moyens, qu'il cherche une femme qui ne lui coûte pas trop cher, il va se marier pour éviter la masturbation. Parce que la masturbation à long terme a des conséquences, même a des séquelles sur le plan psychologique. Pourquoi les médecins ont prouvé que celui-là qui se masturbe, lorsqu'il va se marier, la femme ne lui suffira pas. C'est-à-dire à tel enseigne que sa libido ne sera pas atteinte sans qu'il ne se masturbe. Et à long terme, vous allez voir que la masturbation a des conséquences même qui détruisent facilement le couple. Et même sur le plan spirituel, ça a des conséquences. C'est une forme de zina, comme nous savons eu à dire. C'est interdit, catégoriquement interdit en noir et blanc. Non. Un musulman peut-il louer sa maison à un non-croyant qui est fornicateur? Du moment que tu sais que c'est un fornicateur, ne loue pas ta maison, parce que c'est quelqu'un qui désobéit à la loi d'Allah. Et quelqu'un qui est fornicateur, c'est un nuisible dans la société. Il ne faut pas le rapprocher afin que la colère d'Allah ne descende pas sur toi. Non. Salam à vous, j'ai un peu de difficulté dans ma vie. Dans ce cas, puis-je prendre du crédit dans ma banque afin d'acheter un terrain pour construire une maison? Vous savez, Allah a dit Inna alladhina yakuluna riba. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الله عز وجل a interdit le riba. يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Donc le riba, l'intérêt usuraire est interdit. Pratiquer ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, n'est-ce pas? La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akilu riba wa mukili wa katibi wa shahidei. Donc tous sont semblables. Donc le riba, c'est déclarer la guerre à Allah Azza wa Jalla. Le bon croyant, c'est quoi? C'est de faire ses petites économies, ou soit de s'orienter vers là, ou même une petite cotisation dans laquelle il peut prendre son argent, où il cotise, n'est-ce pas, et qu'il peut prendre son argent pour acheter son terrain petit à petit, d'une manière, n'est-ce pas, où il éviterait, n'est-ce pas, l'intérêt usuraire. Et quel est le plus petit péché du riba? Le riba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi dans le hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit, celui qui mangeait un dirham, il a dit, il n'a pas dit des dirhams, c'est comme un franc du riba. C'est semblable à celui-là qui a fait 36 fois la fornication avec sa maman. Vous vous imaginez? Donc, c'est pire. L'intérêt usuraire. Donc un franc de cela. Non. Qu'est-ce que le musulman peut faire en faveur du prophète étant donné qu'il n'est plus de ce monde? De tout simplement faire la salat sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salla alayhi salatan sallallahu alayhi bi ashara. Allah azza wa jalla dit dans le Coran Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabiyyi alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des choses à faire pour lui, c'est de faire la salat sur lui. Et ceux qui font la salat sur le prophète seront avec le prophète yawm al-qiyamah. Celui qui fait une salat sur le prophète, Allah fait 10 fois la salat sur lui. Non. Et salam à vous mes frères en islam, quelle est la différence entre la foi et la croyance? C'est la sœur Memouna. C'est des synonymes.
vous savez, c'est des synonymes. Pourquoi je dis la foi, la croyance, la foi en Allah, la croyance en Allah, ça revient au même, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi, elle est plus profonde, en fait. Lorsqu'on a foi en Allah Azza wa Jal, ça veut dire qu'on a confiance en Allah Azza wa Jal et qu'on a accepté, n'est-ce pas, les lois d'Allah Azza wa Jal et qu'on ne va rien l'associer. Bon, la croyance, on peut croire, mais d'une manière générale, on peut croire, mais on peut de fois mélanger, comme par exemple quelqu'un qui croit en Allah Azza wa Jal. Il croit qu'Allah Azza wa Jal donne la richesse, il croit qu'Allah Azza wa Jal protège, mais il prend quand même son grégui qu'il a dans sa poche pour se protéger. Il sait que c'est Allah qui protège contre les accidents, mais il prend un grégui, il met sur sa chaise de son camion pour voyager, pour éviter les accidents. Il prie quand même. C'est une croyance, il croit en Allah, mais il n'a pas une foi parfaite. Parce que lorsqu'on parle de foi, on parle de la confiance également. Parce qu'Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit At-tawakkul nisfuddin. La confiance, c'est la moitié de la religion. Lorsque quelqu'un n'a pas la confiance, c'est difficile. Donc, il faut placer toute sa confiance en Allah Azza wa Jal dans sa foi. Et ça veut dire qu'on a assez compris les profondeurs, n'est-ce pas, de la foi. Non. Il nous reste que quelques minutes pour sortir de cette émission. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux parents et à la jeunesse face à cette mondialisation? Déjà, aux parents, je vais les rappeler qu'ils ont une amana. La amana, c'est quoi? C'est leurs enfants. La amana, ce sont leurs jeunes garçons, leurs jeunes filles. Et Allah Azza wa Jal va les interroger sur la manière selon laquelle ils ont éduqué ces enfants, sur la manière selon laquelle ils ont veillé à ce que ces enfants évitent, n'est-ce pas, le péché, parce que Yawm al-Qiyamah, ces enfants pourront être, n'est-ce pas, des obstacles pour eux pour accéder au paradis. Allah l'a dit, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ila akhir al-aya. Donc, il faut donc reprendre cette amana pour mieux l'orienter. Et ça fait partie de leur droit. Allah Azza wa Jalla a dit, Ya alladhina amanu ou anfusakum wa ahlikum nara. N'est-ce pas? Oh, vous les croyants, préservez vos âmes et les âmes de vos familles du feu de l'enfer. Donc c'est une amana. Et aux jeunes, c'est quoi? La jeunesse, c'est une amana également. Aux jeunes, qu'ils profitent, n'est-ce pas, de leur jeunesse pour apprendre, pour se rapprocher, n'est-ce pas, d'Allah Azza wa Jalla, mais en gardant leur identité. Et pour s'en sortir dans sa jeunesse, vous savez, la jeunesse, c'est la période pendant laquelle on trace son avenir. Lorsqu'on rate à ce moment-là, c'est difficile. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une période très sensible. Et le jeune, pour s'en sortir, il doit faire quoi? Contrôler ses compagnies. Ne pas marcher avec n'importe qui. Se rapprocher, n'est-ce pas, des gens qui sont pieux. Et surtout s'attacher à sa religion. Parce que lorsqu'on a sa religion avec soi, on peut apprendre les sciences modernes sans avoir peur. Parce que là, à chaque fois, on sait comment s'orienter. On sait, n'est-ce pas, nos repères. Parce qu'un jeune qui n'a pas de repères, ça veut dire sa religion, alors là, c'est un jeune qui est exposé aux idées importées, aux idées démoniaques qui viennent, n'est-ce pas, de l'extérieur. Et chaque jeune sera interrogé par rapport à sa jeunesse. Exactement. Il a consacré. Exactement, le prophète l'a dit. Chaque fils d'Adam ne bougera pas le jour du jugement dernier sans qu'il ne réponde à 4 questions devant son Seigneur. C'est privé. Allah Azza wa Jalla va lui poser cela. Qu'as-tu fait de ta jeunesse? Dans quoi as-tu épuisé cette jeunesse? Est-ce dans le tramol? Est-ce dans le vandalisme? Ou n'est-ce pas? Ou bien dans la fornication? Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Ou même dans les crimes. Dans les crimes, exactement. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Merci d'être passé, Cheikh. Nous sommes arrivés au thème de notre émission de ce soir. Barakallahu fikum. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'être restés avec nous. N'oubliez pas que cette émission sera rediffusée demain samedi à partir de 12h. Rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 21h30 pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, qu'Allah vous assiste et qu'il vous garde. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.